C'est-à-dire, vous nous entendez? Oui, très bien, merci. Et vous m'entendez? Oui, il faut peut-être monter un peu le son. C'est peut-être un peu faible, oui. Ouais, je sais pas si je peux monter. Non, c'est de notre côté, je pense qu'on peut le faire. Ouais, c'est de votre côté, je pense, ouais. Je peux parler un peu plus hautement. Non, 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 c'est bien, on va monter de notre côté. Très bien. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Merci de m'avoir invité. depuis Genève, ou pas loin de Genève, si j'ai bien compris. Absolument, ouais. On va tout de suite lancer l'échange. Euh, donc, je rappelle que vous êtes rapporteur spécial de l'ONU sur la torture. Vous êtes également professeur de droit international à Glasgow et à Genève. Et il me semble que ce serait intéressant que vous nous disiez comment vous avez été amené à vous intéresser au cas Assange au début. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, justement, je suis mandaté par les Nations Unies d'enquêter sur des cas individuels où il y a des allégations de torture ou de mauvais traitements. Et puis, donc, les avocats de Julian Assange m'ont contacté en décembre 2018. Il était encore à l'ambassade de l'Équateur à Londres. Et puis, ils m'ont demandé d'intervenir pour lui, pour lui donner la protection, parce qu'il disait que ses conditions de vie à l'ambassade remontaient à du mauvais traitement. Et je me souviens encore, quand j'ai reçu ce message, je l'ai presque instantanément rejeté. C'était quelque part une réaction presque émotionnelle. Je connaissais pas bien le cas. Évidemment, comme tout le monde, je connaissais un peu les publications de Wikileaks, comme tout le monde, mais je connaissais pas son cas précis et quelle était la situation ou même la raison pour laquelle il était dans l'ambassade. Je pensais, ouais, c'est le violeur, le hacker, le traître. Probablement, il veut juste manipuler mon mandat. Donc, j'ai quelque part presque ignoré sa demande. Euh, Maintenant, il faut aussi clarifier que je reçois 10 à 15 demandes d'intervention par jour et je dois sélectionner une parce que j'ai pas la capacité avec mon équipe de réagir à plus d'une demande par jour. Donc, c'est normal que je réagisse rapidement. Mais chez lui, j'aimerais bien souligner ça, je me souviens que c'était presque une émotion de refus quelque part. Je voulais pas m'emmêler dans cette affaire. Et je le dis tellement expressément parce que je pense beaucoup de monde a exactement cette réaction presque instinctive contre lui quand on entend le nom Assange parce qu'il a été présenté au public comme justement violeur, hacker et traître. Donc, tout ça pour dire, 3 mois plus tard, donc en mars 2019, il était juste encore à l'ambassade. Les avocats sont revenus encore une fois chez moi. Cette fois, ils m'ont envoyé des expertises, des preuves, aussi des pièces de preuves, mais aussi une expertise médicale par une médecin américaine indépendante, qui était donc pas une activiste, mais qui était une des premières médecins indépendantes qui ont visité Guantanamo, qui est très respectée, très connue. Elle avait visité Assange à l'ambassade et elle était arrivée à la conclusion justement que ces conditions de vie là-bas, son traitement violait la Convention contre la torture. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit que, ouais, il faut quand même, je me dois professionnellement et moralement de regarder un peu de plus près. Mais puisque c'est un cas tellement politisé, c'est tellement difficile de savoir sur quelle information on peut se baser, quelles sont les sources fiables, euh, j'ai décidé donc d'y aller moi-même et d'emmener 2 médecins spécialisés dans l'examination des victimes de la torture, un psychiatre et un médecin légiste très expérimenté. Et on l'a visité donc à la prison de Belmarsh le 9 mai 2019, juste à peu près un mois après son arrestation le 11 avril 2019.
et on est effectivement arrivé à la conclusion. On a examiné pendant 4 heures. Les deux médecins ont fait une examination séparée l'un de l'autre et les deux sont arrivés à la conclusion qu'ils montraient tous les symptômes qui sont typiques pour une victime de la torture psychologique. Et moi aussi, pendant mon entretien, je visite les prisonniers depuis 20 ans aussi, avec l'ONU, avec la Croix-Rouge internationale en situation de guerre. Et c'était assez clair qu'il montrait ces symptômes-là. Et donc, ça, c'était un peu le début. Donc, quand j'ai vu ça, effectivement, personnellement, j'étais clair pour moi qu'il faut entrer en matière. D'accord. Et alors, maintenant nous sommes plus de 2 ans plus tard. Est-ce que vous avez, parce que vous ne manquez pas de faire des interventions, vous avez écrit un livre. Je crois qu'il y a maintenant noté en allemand, en anglais, en suédois et bientôt en français. Je pense qu'on peut l'annoncer, il sortira l'année prochaine en français. Vous faites de nombreuses interventions. Avez-vous l'impression qu'il y a eu une amélioration depuis 2 ans dans la prise de conscience quand vous vous adressez aux chancelleries occidentales? Est-ce qu'il y a une évolution significative? Du côté des gouvernements, non. Ça s'est empiré. Donc, normalement, ce que je fais pour des cas comme ça, je fais une intervention, je fais une lettre officielle au gouvernement, je leur transmets mes observations et des recommandations, des mesures à prendre pour assurer que, justement, le respect du droit international, et ici surtout l'interdiction de la torture et du mauvais traitement. Mais voilà, donc, quand j'ai fait cette enquête, j'ai assez rapidement réalisé qu'il y avait plusieurs États qui avaient contribué à ces symptômes d'Assange, au mauvais traitement d'Assange. Et c'était donc notamment justement dans l'Équateur qui ont créé des conditions très très dures dans les dernières 2 ans pour lui, pour essayer à le forcer de sortir. C'était les États-Unis derrière tout ça, évidemment, les Britanniques et les Suédois qui coopéraient aussi très étroitement pour assurer la pression sur Assange et assurer qu'il soit perçu par le public justement comme violeur et traître et non pas journaliste. Juste Assange était a good guy or a bad guy, donc bon ou mauvais, mais on discutait de lui des gouvernements. C'est exactement ça le but de cette opération-là. Et je pense que ça continue quand j'ai fait mon intervention dans un dialogue constructif avec mon mandat. Et là, il faut quand même rappeler, je suis pas un représentant d'ONG, je suis pas un journaliste, je suis pas un activiste, mais je suis nommé par les États même de faire ce que je fais. Donc, on peut quand même s'attendre à avoir un peu plus de coopération et surtout des États comme la Suède ou les Britanniques qui se veulent exemplaires dans le respect des droits humains. Donc, j'étais assez choqué de voir qu'ils refusaient à entrer en matière. Donc, j'ai renouvelé mes demandes. J'ai encore une fois, j'ai fait des follow-up letters, comme on dit. Donc, j'ai écrit encore des lettres avec encore plus de questions plus précises. Et puis là, ils ont carrément arrêté le dialogue. Donc, les Suédois, par exemple, ils ont dit no further comments. Donc, ils voulaient plus parler avec moi de cette affaire. Donc, ça, c'était assez choquant. Après, j'ai essayé donc d'alerter l'Assemblée générale des Nations unies à New York. J'ai aussi essayé d'alerter le Conseil des droits de l'homme à Genève des Nations unies. Et dans les 2 cas, les États n'ont pas réagi. C'était comme un mur de silence. Et je me suis rendu compte que là, il y a une autre histoire derrière qui est politique. Et là, j'ai quand même vu que c'était comme un dysfonctionnement systémique où les mécanismes créés par les États pour assurer le respect des droits humains ne fonctionnent plus. Ils sont quasiment neutralisés complètement. Et ça, je trouvais une observation très grave parce que ça concerne pas seulement
Monsieur Assange et sa famille, évidemment, et ses amis. Mais c'était pas juste un cas individuel, mais c'était effectivement un problème systémique dans les mécanismes des droits de l'homme, mais aussi une menace contre justement la liberté de presse, notre droit à savoir ce que font les gouvernements avec les fonds, avec les impôts qu'on leur paye et avec le pouvoir qu'on leur délègue dans une démocratie. Et là, on a quand même vu que les États-Unis essayent, avec les autres États, en coopération, de faire un exemple de M. Assange pour intimider les journalistes. Et ça, je trouvais que c'était assez important pour écrire un livre, pour informer le public, pour le mobiliser aussi, qu'ils prennent contrôle de cette affaire, parce que autrement, on risque de perdre beaucoup. Je vais passer dans un instant la parole à la salle. J'ai juste une petite question encore. Vous revenez de Suède. Vous avez fait des interventions au sujet de la sortie de votre livre en suédois. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez été reçu là-bas? Est-ce que vous avez eu des sollicitations médiatiques? Oui, je viens de passer une semaine en Suède. Il y avait des journalistes très conscients du risque qui représente ce cas-là pour la liberté de presse, donc pour leur propre profession, et qui m'ont interviewé, même dans la chaîne télévision la plus grande, donc chaîne privée, c'est TV4 en Suède. Ils m'ont fait un interview de 20 minutes qui était très 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 bien. Je pense que ça devrait être sur YouTube sous peu, mais et là aussi pour le bénéfice de tout le monde, je l'ai fait en anglais, l'entretien, et pas en suédois. Je parle suédois parce que c'est une de mes nationalités, ce qui a aussi facilité mon enquête. Mais je dois quand même dire, bien que j'ai eu pas mal un nombre assez important d'interviews, donc d'entretiens avec des journalistes, et aussi des revues du livre qui étaient extrêmement bonnes, donc les revues dans certaines journaux qui sont importants, donc pas seulement des niches. Je pense quand même que bon, les autorités même ont refusé d'entrer en matière à nouveau. Ils voulaient pas parler avec moi. Je pense qu'ils essayent d'empêcher ou d'éviter une enquête plus profonde de leur rôle dans la persécution d'Assange. Ouais. Donc je pense, le public, il commence à devenir conscient de ce qui s'est passé vraiment, parce qu'ils étaient aussi un peu aveuglés un peu par cette histoire, les allégations de viol. Et puis, ils commencent à réaliser, maintenant aussi avec mon livre, c'est beaucoup plus facile pour eux de réaliser quelle est l'histoire réelle derrière et comment ces allégations étaient instrumentalisées pour la persécution d'Assange. Je pense qu'il faut leur donner quelques mois maintenant de digérer ce livre. Mais ce qu'on voit dans la partie alémanique, donc de l'Europe, Allemagne, Autriche et Suisse alémanique, où le livre est sorti en avril déjà, on voit qu'il y a quand même un grand changement d'opinion publique aussi. Donc j'espère qu'on aura le même effet. Donc pas seulement mon livre, mais mon livre peut certainement aider maintenant avec la version donc suédoise, anglaise et j'espère bientôt aussi française. Bravo pour votre contribution. On vous est extrêmement reconnaissant de tout ce que vous faites. Je vais passer la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Voilà. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Merci au milieu de projet d'avoir organisé cette projection. Une petite pensée aujourd'hui, jour international contre les violences faites aux femmes, à la mère de Julian Assange et à sa partenaire, parce que c'est une violence inouïe d'avoir son propre enfant ou son propre partenaire et père de son enfant en prison et de ne pas savoir qu'est-ce qui va advenir. Ça, c'est une violence contre
la mère. Je le sens ainsi et je veux lui envoyer toute ma pensée, mon affection à Madame Assange. Je voulais aussi vous remercier, Monsieur Melzer, parce que je vous ai rencontré suite à une conférence que vous avez donnée à Bruxelles en novembre 2019, il me semble. Et c'est là que j'ai vraiment découvert toute cette complexité et l'importance de l'affaire de Julian Assange. Et vous, avec d'autres amis grecs présents à cette conférence, vous nous avez inspirés pour lancer la campagne de soutien à Julian Assange en Grèce. Et aujourd'hui, voilà, je ne sais pas si on a pu faire beaucoup de choses. On a un peu informé l'opinion publique, comme on a pu. Et c'est quand même une coïncidence étrange. Je voulais demander votre avis. Un des conseillers de l'équipe de Wikileaks, avocat par ailleurs, auteur, Juan Blanco, était venu en Grèce parler de l'affaire de Julian Assange. Et aujourd'hui, on apprend que cet avocat et conseiller juridique de Wikileaks est également accusé de viol depuis quelques mois. Est-ce que vous pensez que c'est, comme Julian Assange l'avait dit, je le dis dans le film, c'est une nouvelle façon de punir ces procédures pour viol et les personnes qui cherchent la vérité, qui résistent contre un système qui essaie de broyer tous ceux qui veulent rester libres? Merci. Oui, merci pour la question. Je pense, évidemment, je connais pas exactement ces accusations maintenant. Je peux pas m'exprimer sur le bien fondé, mais c'est clair que les accusations, des allégations de viol, des délits sexuels, c'est toujours très efficace pour éloigner ou pour isoler les personnes. Et puis après, c'est toujours des procédures qui peuvent durer très longtemps. Donc, ça assure que pendant une certaine période, la crédibilité de la personne souffre. Maintenant, évidemment, il faut aussi dire que c'est important qu'on fasse des enquêtes. Si effectivement il y a des allégations, il y a des accusations qui sont sérieuses, il faut enquêter. Parce que justement, si on parle de la violence contre les femmes, je pense qu'il faut aussi souligner l'importance de conduire ce genre de procédure quand c'est effectivement une accusation sérieuse. Et là, je veux aussi peut-être préciser que dans le cas d'Assange, de mon avis, il faut essayer d'éviter cette histoire suédoise de l'avoir soit, disons, Assange a violé les femmes, soit, et la seule alternative, c'est qu'il y a une fausse accusation de la part des femmes. C'était pas du tout ça. Je pensais plutôt que les deux femmes et Assange ont été exploités pour créer ce narratif d'allégation de viol. Les deux femmes n'ont pas de leur propre volonté accusé Assange de viol. C'était vraiment quelque chose qui était créé et forcé par les autorités. Et puis, et les femmes, comme vous savez probablement déjà, le seul souhait qu'ils avaient, c'était que Assange fasse un test HIV. Et aussi, les deux avaient une expérience assez difficile avec lui, émotionnellement. Mais là, je pense, et je trouve, je vais juste exprimer là aussi cette opinion que ce que les femmes ne savaient pas à l'époque, mais ce qu'on sait aujourd'hui, parce que c'était présenté par les avocats comme preuve de son état médical devant la cour, c'est que Assange a une diagnose de Asperger, donc c'est une forme légère d'autisme. Et quand je l'ai rencontré, c'était assez clair que dans son comportement qui était assez typique pour quelqu'un qui a Asperger. Donc, qu'il sentait pas
si je verbalisais pas ce que je voulais, il sentait pas quelque part ce que j'avais en tête si je conduisais mon entretien avec lui. Quand je posais des questions, il commençait à changer le sujet parce qu'il était tellement occupé avec ses propres idées. Donc, c'est quelqu'un de très intelligent, mais il est un peu enfermé dans ses pensées. Et donc, il ne sent pas tout de suite ce que l'interlocuteur veut de lui. Et pourquoi je souligne ça? Si vous imaginez donc ces deux femmes suédoises qui admiraient Assange, donc qui cherchaient cette aventure avec lui, et puis évidemment déjà il y a un grand potentiel de déception, disons de malentendu dans ça, parce que les femmes et Assange se connaissaient pas. C'était un one night stand. Hein, donc déjà là, dans la nature des choses, il y a un potentiel de malentendu dans la communication, et en plus, elles ne savaient pas qu'elles avaient affaire avec un homme qui a une bonne volonté, qui est intelligent et tout ça, mais qui est un peu inhibé parce qu'il sent pas, il a justement un Asperger, il ne sent pas forcément l'autre personne tout de suite si elle verbalise pas ce qu'elle veut. Et ce qu'on voit dans les interviews, donc disons les entretiens, les protocoles des entretiens des femmes avec la police, quand elles racontaient, c'était justement ça le problème, qu'il y avait un manque de communication pendant les deux incidents, et puis qu'il y avait vraiment pas mal de malentendus. Et ce que je veux dire de tout ça, c'est je crois tout de suite que les deux femmes, honnêtement, avaient une mauvaise expérience avec Assange. Mais je suis pas du tout convaincu que lui, il avait une intention criminelle du tout. Je pense plutôt que c'était tout simplement dans la situation, avec sa diagnose, avec les circonstances, que c'était une expérience difficile qui menait à tout simplement ce souhait que Assange devait faire un test HIV, qu'il cherchait le contact avec la police pour s'informer, se renseigner, et que la police, et ça on voit très très clairement si on étudie de près donc les preuves, la police et le procureur a forcé ce narratif de viol d'une façon très très presque violente, je dirais, parce que c'était impossible pour les femmes d'influencer ce narratif, pour le corriger, et puis aussi pour Assange, c'était impossible à prendre position, il était empêché de le faire pendant des années. Et ça, je trouve, c'est quand même très très marquant. Donc voilà, c'était peut-être une longue réponse à une courte question. Mais donc il faut faire attention quand il y a ces accusations-là. Évidemment, il faut se méfier un peu, mais il faut quand même aussi pas retourner, disons, dans l'autre problème, qu'on fasse pas les enquêtes qu'il faut faire. Merci. Une autre intervention? Oui. Bonsoir. Ma question, depuis la décision du juge anglais de non-extradition, quelles sont les conditions de détention de Julian Assange aujourd'hui? C'est toujours en cellule d'isolement ou en cellule de haute sécurité? Et quelle est l'évolution? Oui, donc justement, comme vous savez, en janvier, il y avait cette décision de non-extradition, mais aussi on a quand même gardé en détention à Belmarsh. De ce que je sais, il n'est pas en isolement strict, donc, mais quand même dans la section B, donc il y a A, B, C, D. A, c'est vraiment haute sécurité très stricte, et B, c'est vraiment, il est dans une cellule seul, mais de ce que je sais, depuis la fin de la crise immédiate de Covid, il a de nouveau un peu de contact avec d'autres détenus. Mais il y a beaucoup plus d'appels téléphoniques avec ses proches qu'avant. Mais ceci étant dit, il faut quand même dire qu'il n'est pas en train de purger une peine. Donc, en principe, c'est un homme libre, juridiquement. C'est juste qu'il doit se tenir à disposition si jamais la procédure
d'extradition devait mener à une réponse positive, dans le sens positif pour les États-Unis, dans le sens de la demande, je veux dire, qu'il soit extradé aux États-Unis. Mais c'est tout. Donc, en principe, il a le droit d'exercer sa profession, de vivre sa vie de famille. Et les Britanniques, juridiquement, n'ont pas le droit de le mettre dans une prison d'haute sécurité parce qu'il n'est pas dangereux. Je comprends, je veux dire, de mon avis personnel, et je pense juridiquement, tout simplement, toute la procédure américaine est illégale. Il n'est pas soutenable juridiquement. Mais si pour l'exercice, maintenant, on acceptait que la procédure est légitime, quand même, on ne peut pas le détenir à Belmarsh parce que c'est pas nécessaire. Je comprends qu'on va, vu l'expérience qu'il a pris l'asile à l'ambassade équatorienne, je comprends que les Britanniques disent bon, on peut pas le libérer à condition, mais peut-être on pourrait le mettre en résidence surveillée. C'est ce qu'on avait fait avec Augusto Pinochet, l'ancien dictateur chilien. Il était aussi en détention extradition pendant 18 mois en Angleterre. C'était l'Espagne, la France, la Suisse et je pense la Belgique, si je ne me trompe pas, qui voulaient l'extrader pour des crimes contre l'humanité, donc des crimes très très graves. Même pour ça, ils ne voyaient pas le besoin de le détenir à Belmarsh. Ils l'ont mis dans une villa luxe et puis ils l'ont gardé là-bas. Il avait toutes les libertés autrement. Et la même chose, on pourrait et on devrait faire avec Assange. Donc, la raison pour le détenir, juridiquement, elle n'est pas donnée. C'est complètement politique. Ils veulent le silencer. Et puis, je crains aussi qu'ils veulent créer un précédent pour montrer à la cour, au tribunal, comme quoi, les conditions de détention aux États-Unis, si les Américains donnent des garanties qu'ils vont pas le traiter d'une façon pire que les Britanniques, voilà, on a les preuves que Assange, il va pas se suicider dans une prison d'haute sécurité parce que déjà, il a passé plus de 2 ans à Belmarsh, il n'y avait pas de problème. Vous voyez, donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très malhonnête dans la façon qu'il est détenu maintenant. Et si vous n'avez pas posé cette question, mais je pense que je vais bénéficier de peut-être de l'occasion de le dire quand même que peut-être vous avez remarqué que pour la procédure d'appel qui vient d'avoir lieu en fin d'octobre, il y avait 2 juges et une juge était remplacée 10 jours avant le début de la procédure, de l'audience. Et elle était remplacée par le Chief Justice de England and Wales, Lord Burnett, qui est vraiment le juge le plus haut placé en Angleterre. Donc, ça veut dire quelque chose de le mettre en charge de cette procédure. Aussi, ce juge-là, il y a 3 ans, il a décidé dans une autre affaire, l'affaire Laurie Love, un hacker qui n'était pas extradé justement aux États-Unis parce qu'il avait Asperger, la même condition qu'à Assange, et parce qu'on voyait un risque de suicide. Donc, ce juge-là, le Chief Justice, avait décidé de ne pas extrader Laurie Love. Et donc, c'était quelque chose qui était déjà célébré par certains supporters de Assange. Et personnellement, malheureusement, je vois ça plutôt comme un danger parce que quand on voit le système de case law, le système judiciaire anglais, où il y a des cas, des leading cases, donc des cas précédents où une affaire est décidée, qui après dominent des cas similaires, ça voudrait dire que si on avait des juges juniors moins expérimentés que le Chief Justice, ils devraient appliquer ce précédent de Laurie Love et ne pas extrader Julian Assange. Mais si on veut changer cette décision de précédent, il faut mettre en charge un juge qui a l'autorité de le faire. Et là, parce que le précédent était créé par le juge le plus haut placé en Angleterre, si on le remet en charge de la procédure contre Assange, pour moi, c'est plutôt une indication que les Anglais
aimerait changer ce précédent et dans le cas Assange, justement, pas appliquer la décision de non-extradition qu'on avait appliquée pour Laurie Love. J'espère que c'était clair, c'était un peu technique, mais je pense les Anglais et les Américains, ils savent très très bien ce qu'ils font. Malheureusement, pour moi, c'est pas un bon signe. Bon, c'était très clair. Une intervention là-bas. Oui, bonsoir. Donc, je suis une ancienne journaliste en Chine anglophone qui est arrivée en France il y a 10 ans et j'ai fait des études en sciences politiques. Donc, j'ai écouté vos entretiens dans le passé et je sais que dans le passé, vous avez évoqué le rôle des médias dans cette affaire de Julian Assange. Et tout à l'heure, vous avez également évoqué le rôle des médias dans votre propre prise de conscience, dans votre propre entrée en matière dans cette affaire Julian Assange. Et je vois quelque chose, une autre manipulation médiatique qui est en parallèle, qui est la manipulation médiatique sur une image plus en plus négative sur la Chine. Et récemment, une fondation en Suède, dont l'acronyme TTF, avait sorti un rapport qui analyse cette manipulation médiatique. Et parmi les conclusions, une conclusion est que ça montre que, en fait, le média n'est plus un média indépendant, mais un média au service des intérêts d'une complexe industrielle, politico-militaire. Donc, je voulais avoir qu'est-ce que vous en pensez là-dessus, sur le rôle des médias. Oui, merci. Évidemment, vous avez raison que c'est un grand problème. Mais je pense le problème, ça concerne les médias, mais concerne même les institutions démocratiques même. Dans la plupart des démocraties dans l'Occident, les parlementaires sont élus par le peuple. Mais après, ils sont, dans la plupart des pays, ils ont la permission de recevoir de l'argent des lobbies, donc des grandes entreprises, des industries, et les industries financent très souvent aussi des employés qui les soutiennent. Et je vais revenir aux médias. Hein, je suis pas en train de parler de quelque chose d'autre parce que c'est lié. Donc on voit que en fait le travail des parlements très souvent est déjà au moins fortement influencé, si pas dominé par des intérêts particuliers de certaines industries. Maintenant, les mêmes gens qui contrôlent donc les industries et donc une partie du Parlement et donc le même Parlement qui va élire après des juges et des ministres et, selon le système national, hein, mais qui est très puissant. Donc les mêmes gens qui ont déjà une très grande influence sur le gouvernement, sur les trois puissances du gouvernement, sont les mêmes qui, très souvent, sont des propriétaires des médias, des grandes maisons de médias. Soit ils sont des propriétaires directs, donc les médias sont dépendants d'eux parce que, voilà, c'est des propriétaires. Soit ils sont dépendants de ces industries pour leurs revenus de marketing. Donc, très, très souvent, on voit que les grandes maisons médias, en fait, ne sont plus indépendants à cause de la façon comme on a organisé le système économique et politique et le système de gouvernance. Donc, ça va produire, évidemment, un média qui va se silencer quand les grands intérêts politiques et économiques sont en question. Et c'est exactement pour ça qu'il y avait un besoin pour Wikileaks, pour quelqu'un qui revient remplir le vide de la quatrième puissance, comme on dit en français, le fourth state, hein, la quatrième puissance dans l'État, c'est les médias. Leur rôle, c'est ne pas de juste, c'est d'informer le public sur la façon dont le gouvernement mène ses affaires et pour exposer
des problèmes pour que le peuple puisse donc après appliquer et utiliser ses droits démocratiques pour corriger ces problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui n'était plus rempli par les grandes maisons de médias. Et donc ça, on voit, c'est pour ça qu'il y a des acteurs comme Wikileaks qui remplissent ce vide en disant nous, on n'a pas d'intérêt politique, on veut, disons, on ne représente pas des intérêts économiques, je veux dire, mais notre rôle politique, c'est de vous informer, de vous donner des moyens pour contrôler vos gouvernements en divulguant justement ces documents secrets. Donc, je pense que tout ça, c'est lié. Et effectivement, c'est pour ça aussi que j'ai écrit un livre, parce que c'est pas, comme j'ai dit, un cas qui a juste une importance individuelle, mais c'est un cas qui a une importance systémique parce que c'est un précédent, mais qui nous donne aussi une perspective sur comment les affaires sont gérées en réalité derrière les coulisses. Merci. Je passe la parole à Victor Denache, qui a grandement contribué à ce que vous soyez lu dans le monde francophone, puisqu'il a traduit de nombreuses interventions. Victor? Bonsoir. Il y a un des aspects de la procédure juridique judiciaire contre Julian Assange, c'est son état de santé, certes, mais y compris lorsqu'il paraît devant les juges. Lors d'une audience technique, il avait eu du mal à prononcer son nom et sa date de naissance, et lors de l'audience d'appel, il n'a pas pu assister personnellement au procès, et il n'a été vu qu'une petite heure, je crois, par vidéo, dans un état medicated, apparemment drogué. Et je me pose la question, comment est-ce qu'un juge, j'arrive à l'imaginer, mais plusieurs maintenant, ne réagissent pas à la vue d'un accusé qui leur est amené manifestement dans un sale état. La complaisance, la chaîne de complaisance de tout l'appareil est plutôt effarant. Je comprends qu'on puisse trouver un juge par-ci par-là qui a des idées dans la tête, mais il y a telle complicité, une telle chaîne de complicité, parce qu'il en faut une pour que ce mécanisme se mette en route, jusqu'au directeur de prison qui refuse les visites aux députés anglais, jusqu'à Vanessa Paradzer, Lady Arbuthnot, et maintenant les 3 juges qui n'ont pas réagi quand ils ont vu un homme manifestement au bout, qui n'a pas encore été jugé, qui n'a pas encore été puni. Je suis effaré personnellement de cette connivence d'une structure. Je ne sais pas même pas si c'est une question, c'est plutôt énorme. Et je partage complètement votre avis. C'est choquant. Pour moi aussi, comme professeur dans une université britannique, c'est quand même la Grande-Bretagne, c'est un peu le pays du rule of law. Hein, donc c'est vraiment choquant de voir ce développement et aussi de voir que c'est tellement évident ce qui est en train de se passer. Je veux dire, les juges, même le système même, n'essaye même pas à prétendre que c'est une procédure correcte. J'ai plutôt l'impression ça ressemble à vraisemblablement un show trial. Donc on essaie de démontrer au public, voilà, si vous divulguez, si vous exposez nos secrets sales à nous, voilà ce qui va se passer. On va vous maltraiter, on va pas respecter vos droits, on va violer vos droits, mais en pleine lumière. Et il y a personne qui va vous protéger. C'est une démonstration de dominance, parce que voilà, ils essayent même plus à cacher le vrai but, je pense, de cette affaire. Oui. Bonsoir, Monsieur Malzer, merci beaucoup d'être avec nous, c'est un honneur de vous avoir. Votre discours depuis tout à l'heure est assez pessimiste et inquiétant. Ce que vous venez de dire sur le juge qui a été nommé 10 jours avant la dernière audience est aussi inquiétant. Avez-vous un peu d'espoir, et si oui, d'où pourrait-il venir pour une libération de Julian Assange? Je pense que si on les laisse faire, non. Parce que les Américains, les Anglais, les Suédois, ils n'ont pas investi des dizaines de millions
à la persécution d'Assange, à l'intimidation des journalistes dans le monde entier, pour maintenant le relâcher juste à cause de certaines questions médicales ou autres, ou juridiques. Donc, mais je pense qu'il y a quand même, il y a un obstacle qui sera très très difficile pour les Américains et les Anglais d'éviter. Et ça, c'est la Cour de droits de l'homme à Strasbourg. C'est juste ce qui est vraiment important. Et j'essaie de ne pas devenir trop technique ici comme juriste, mais c'est extrêmement important, c'est quelle question va être posée à la Cour. Parce que pour le moment, c'était très, je dirais, malin par les Anglais de refuser l'extradition d'Assange, donc de confirmer toute la logique de l'accusation et de la demande d'extradition des Américains et de refuser après l'extradition juste pour des raisons médicales, en première instance. Parce que les Américains, ils savent que la procédure va durer plus longtemps. Parce que s'ils gagnent en première instance, donc c'est Assange qui va faire appel. C'est évident, ils le savent. Donc, ils ont anticipé le besoin d'un appel. Et donc, comme juriste, je sais, si je veux dominer, c'est toujours la partie qui fait appel qui va décider quelle question est posée à la cour d'appel. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous voyez, aujourd'hui, on discute uniquement l'état de santé d'Assange et les conditions de détention aux États-Unis. Mais ça, je veux dire, en principe, c'est pas la question importante dans ce cas, c'est pas ça. La question importante, c'est pourquoi cet homme, il est en prison. Il a rien fait. C'est un journaliste. Il devrait pas être en prison. C'est pas la question si la santé est assez bonne pour supporter la torture aux États-Unis. Pour être un peu clair, hein, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est pourquoi il est en prison. Pourquoi les crimes de guerre des Américains sont pas poursuivis. C'est ça la bonne question. Mais ça se discute pas parce que c'est les Américains qui ont fait appel et ils ont mis juste les questions d'état de santé et des conditions de détention aux États-Unis devant la Cour. Et donc, si maintenant ça continue comme ça, à la fin, c'est uniquement les questions justement des conditions de détention et de santé d'Assange qui va être discutée par la Cour à Strasbourg. Et là, il peut juste regarder si les garanties données par les Américains sont suffisantes pour garantir un traitement plus ou moins correct d'Assange aux États-Unis. Mais dès que les Américains donnent de telles garanties, la Cour ne peut pas refuser son extradition parce qu'ils ne peuvent pas dire que oui, vous donnez des garanties, mais on ne vous croit pas. Ils ne vont pas dire ça. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que les avocats d'Assange font un cross-appeal. C'est pas comment on dit en français, si j'ai un contre-appel. Donc, c'est l'appel des Américains. Et donc, les avocats d'Assange doivent eux-mêmes faire appel. Et ils ont essayé de le faire. Et la Cour a tout simplement dit, vous ne pouvez pas le faire maintenant, mais si les Américains gagnent ici ce cas, donc vous pouvez après faire un contre-appel. Mais donc, cet appel, ça va servir à thématiser les questions de liberté de presse, des violations de droits de l'homme, la surveillance dans l'ambassade, les violations des droits procéduraux d'Assange, la question du délit, l'espionnage, tout ça a été mis de côté par la juge britannique. Donc ça, ils doivent le transporter jusqu'à Strasbourg, parce que je pense que si la Cour de Strasbourg doit décider sur la légitimité de la procédure contre Assange, ces questions-là sont mises devant la Cour, je pense qu'il n'aura pas de choix. Il doit dire que c'est une procédure illégitime. Il y a tout simplement trop de violations trop graves contre les droits d'Assange procédural et donc des garanties judiciaires. Et donc, il faut tout simplement refuser cette extradition. J'espère que j'étais clair, c'était pas trop technique, mais donc, pour être très court, ce qui est vraiment le plus important, c'est que les avocats d'Assange prennent ces questions-là qui sont ignorées par les Américains et les Anglais
et puis thématise ça sur chaque instance jusqu'en Strasbourg. Et là, je vois ça comme la seule possibilité juridique d'éviter cette extradition. Maintenant, j'espère que j'ai tort. J'espère qu'il y a des juges en Angleterre encore qui savent ce que ça veut dire d'être un juge, que ça veut dire qu'on soit indépendant du gouvernement et qu'il y a quand même la loi et les droits de l'homme à respecter. Mais vu l'expérience dans les 10 ans passés, je suis très pessimiste. Encore une ou deux interventions, monsieur, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur, et merci pour votre éclairage. Ça suit un peu la question. Est-ce qu'il y aurait la possibilité qu'un groupe, alors je ne sais pas comment constituer ce groupe, puisse porter plainte contre le fait que les lois ne sont pas exécutées, que les procédures sont illégales? Est-ce que c'est possible? Vous pouvez répéter la question, j'ai pas bien entendu. Est-ce qu'un groupe ou un groupe de personnes pourrait porter plainte contre les pays qui font des choses illégales par rapport à la loi? Un groupe de soutien. Oui, un groupe de soutien. Qui porterait plainte par exemple contre la Grande-Bretagne. Voilà, par exemple. Par rapport à ce qui se passe. Oui. Est-ce que ça c'est possible? Oui, je suis pas sûr comment on devrait faire quelque chose comme ça. Je pense effectivement, disons, il y aurait certainement une possibilité, parlant de la Suède où j'étais, parce que la procédure suédoise était évidemment était clé à créer la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est vraiment un instrument très important et où maintenant on a suffisamment de preuves pour justifier une enquête officielle, formelle de la part des autorités contre certains représentants des procureurs, de la police et peut-être même du gouvernement. Donc, je pense, par exemple, s'il y avait un groupe de citoyens qui demandait une enquête parlementaire pour clarifier et pour après avec des résultats publics, ça pourrait effectivement clarifier les détails des abus qui ont eu lieu en Suède, par exemple, mais aussi leur coopération avec les Américains et les Anglais, hein, parce que il y a toute cette correspondance, elle existe, mais elle est tout simplement secrète. On n'a pas accès à ça parce que les États se donnent le droit de garder les secrets de leurs propres citoyens, et c'est toujours les propres citoyens qui peuvent demander d'avoir accès à ça. Donc, je pense que c'est vraiment des groupes de soutien peuvent agir au mieux dans leur propre pays. Donc, ça devrait être des groupes de soutien justement en Suède. Je pense que ce serait une bonne base, mais aussi en Angleterre. Mais le problème, c'est juste que je ne vois pas. Bon, il y a des journalistes, par exemple, comme Stefania Maurizi, qui fait des demandes de Freedom of Information litigation. C'est juste que les États ils vont toujours créer une procédure juridique de ça qui traîne, mais des années et des années. Et je pense malheureusement, on n'a pas assez de temps avec Monsieur Assange. Il va pas survivre ça encore plusieurs années. Donc, je crains vraiment qu'il faut essayer quand même de créer une pression médiatique. Donc, c'est vraiment le public qui doit demander aussi dans les médias ou des médias qui confrontent les gouvernements. Par exemple, je me demande si la BBC et la New York Times et le Washington Post confrontaient leur propre gouvernement et leur posaient des questions et se laissent pas tout simplement qui sont pas satisfaits à recevoir des platitudes, mais qui vont insister, ils vont faire des grandes pages avec des titres forts
qui vont alerter le public. Je pense là, on pourrait obtenir quelque chose, on pourrait obtenir un changement de politique. Mais pour aujourd'hui, il n'y a aucune pression sur les gouvernements. Il y a des groupes d'activistes et c'est extrêmement important ce qu'ils font, mais ça suffit pas pour mettre la pression sur les gouvernements. Il faut vraiment une pression médiatique, je pense, et parce que, comme j'ai dit, les procédures juridiques sont trop fortement contrôlées par le gouvernement et donc ils peuvent ralentir le processus et compliquer le processus. Et finalement, ça devient trop cher, ça dure trop long. Et donc, les institutions étatiques, comme j'ai indiqué avant, sont déjà suffisamment neutralisées qu'on ne peut pas vraiment s'en servir. Oui, madame? Oui, bonsoir. Je pense à, comme le précédent, la précédente personne qui a parlé de ça, aux conditions de détention, de santé, notamment de Julian Assange dans la prison. Les informations qu'on a pu entendre, c'est qu'il est très très malade, très faible. Est-ce qu'il est soigné correctement? Est-ce que là, il y a un moyen de vérifier l'abus de droit aussi d'une prison à ne pas soigner correctement un prisonnier? Et si on va plus loin et dans les conséquences dramatiques, ce serait la mort d'un prisonnier qui tombe malade, qui n'est pas soigné dans sa cellule. Je parle pas du fait qu'il se suicide, je parle de carrément d'affaiblissement total. Et dans ce cas, en fait, je sais pas, j'imagine que c'est quand même un piège tendu par les États-Unis s'ils ont un peu réfléchi à l'Angleterre de leur laisser ça sur les bras. Et si effectivement tout ça, ça tient parce que les peuples du monde ne sont pas assez au courant, ne savent pas vraiment la vérité sur cette histoire et ne se renseignent pas assez ou n'ont pas les moyens de savoir ce que les médias parlent pas beaucoup. C'est vrai qu'un cataclysme comme ça peut être un boomerang horrible pour l'Angleterre d'ailleurs. C'est une honte terrible en réalité. C'est une honte morale et politique pour toutes ces démocraties, ces pseudo-démocraties, on va dire, ou ces démocraties. Et vous me disiez voilà ce que vous en pensiez. Puis une autre question, est-ce que les personnes peuvent écrire à Julian Assange dans sa prison? Est-ce qu'il reçoit ses lettres ou est-ce qu'elles sont bloquées? Et à quelle adresse éventuellement? Alors ça, peut-être c'est pas vous qui le donnerez, peut-être d'autres personnes peuvent le donner. Oui, bon, merci. Donc, moi, je l'ai visité il y a 2 ans, hein, donc il faut quand même. Donc, j'ai des sources d'informations qui sont assez très fiables, même sur l'évolution de son état de santé. Quand on a vu, donc, comme j'ai dit, il a déjà montré les symptômes qui sont typiques pour une victime de torture psychologique long terme. Donc, et là, c'était après 4 semaines à Belmarsh. Donc, évidemment, c'était pas causé par Belmarsh, mais par sa présence et les conditions de vie et l'harcèlement qu'il a subi à l'ambassade. Et puis, depuis, donc les médecins qui étaient avec moi étaient très soucieux. Ils m'ont dit que bon, si on stabilise pas ce bonhomme très rapidement, il va entrer dans une évolution potentiellement incontrôlable et qui peut mener à sa mort même finalement dans l'extrême. Soit que c'est une crise cardiaque ou une crise nerveuse très très grave ou bien donc le collapse complète psychologique ou bien une crise qui va le motiver à se suicider. Donc ils étaient très très sérieux et effectivement ça dure, je pense que c'était un peu plus qu'une semaine, 9 jours. Oui, le 18 mai, on a visité le 18 mai, il était déjà plus capable, comme ça a été mentionné, de participer dans une audience de la cour, qui était encore présidée par la juge Arbuthnot, dont le mari a été exposé par Wikileaks, donc c'est clairement un conflit d'intérêts. Mais donc il n'était plus capable de suivre cette audience, il était transféré à la division médicale de la prison où il restait en isolement, mais très très strict, jusqu'en janvier 2020, donc plus de 6 mois. Maintenant,
depuis là, quand la procédure commençait en 2020, en février, il y avait des petits soulagements où il était retourné dans la division générale de la prison. Il y avait de nouveaux contacts avec d'autres détenus. Mais après, tout de suite, il y avait Covid qui commençait et là, de nouveau, il était très strictement isolé pour une année. Donc, je pense, c'est clair que sa santé a souffert, on l'a vu, il était plus capable même de participer dans son audience d'appel en octobre cette année. Donc c'est grotesque de voir un tribunal d'appel discuter l'état de santé. Est-ce qu'il est suffisamment fort pour être extradé aux États-Unis, faire face à une procédure arbitraire devant une cour d'espionnage secrète où il n'a pas accès même à la preuve les preuves qui sont utilisées contre lui, où il va être soumis à des conditions de détention que pas seulement moi, mais mes prédécesseurs et Amnesty International et tous les grandes ONG de droits de l'homme estiment être une violation contre la Convention contre la torture. Donc, c'est grotesque de voir ce discours-là et de voir en même temps que la personne concernée par ces procédures n'est même pas capable médicalement de suivre ces discussions. Donc c'est absurde d'avoir effectivement, c'est absurde. Donc c'est tout simplement, comme j'ai dit, une démonstration de pouvoir, de puissance pour intimider. S'il y a des journalistes, je sais que certains d'entre vous sont des journalistes, je vous pose juste la question. Si je vous donnais maintenant une clé USB avec la Video Collateral Murder numéro 2 et avec de nouveau, disons, une autre 200 000 cables, diplomatic cables, dépêches diplomatiques secrètes des Américains, est-ce que vous allez les publier? Non, parce que vous voyez ce qui se passe avec Assange, évidemment. Donc, c'est juste pour illustrer ce qui s'est passé dans ces 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait New York Times, El País, Le Monde et les autres qui étaient tous prêts à publier ça. Aujourd'hui, ils vont plus le faire parce qu'ils ont peur, parce qu'ils voient ce qui se passe avec Assange. Ça, c'est le but. Et donc, c'est effectivement, c'est très, très alarmant. Je pense que j'ai oublié votre deuxième question. Je suis désolé. Est-ce qu'il reçoit des courriers? Oui. Donc, quand j'ai vu sa cellule, bon, je pense que je suis un des seuls qui a vraiment pu visiter sa cellule, sa propre cellule, numéro 37 à l'époque. Je pense que ça a changé maintenant parce qu'il était justement à la division médicale entre deux. Mais quand j'étais là, donc, il y avait plein de lettres. Maintenant, je ne peux pas vous confirmer que toutes les lettres étaient transmises. Je suis sûr que tout est lu et censuré. Et je sais qu'il y a des grands délais. Donc, des fois, c'est 2 mois ou plus que ça dure pour transmettre ces lettres. C'est sans justification, mais c'est tout simplement comme ça. Il y a certains documents qu'il ne peut pas recevoir, comme ce qui est le plus important, des documents juridiques. Mais j'ai vu donc des lettres de ses supporters, des membres de famille. Donc ça il reçoit. Maintenant, de nouveau, je ne peux pas garantir que c'est complète, mais il y avait plein de lettres dans sa cellule. Une dernière intervention ici. Merci pour votre intervention. Vous avez fait part tout à l'heure d'un raisonnement très intéressant sur la décision en première instance de la juge qui semblait, pour moi qui n'ai pas bien réfléchi, ça me semblait favorable à Assange, et vous disiez, ben non, en fait, c'est peut-être très bien joué si on considère les intérêts américains, c'est bien joué pour favoriser l'accusation. Et vous avez fait part aussi du fait que le juge a été remplacé très récemment, et ce serait aussi quelque chose qui serait favorable aux intérêts américains. Et je me demande, techniquement, comment ça marche, moi qui n'y connais rien en procédure juridique, comment est-ce que les gouvernements arrivent à faire pression sur les juges, si c'est ça qui se passe, si c'est ça ce que vous suggérez, pour que les juges aillent dans leurs intérêts. Donc, comment est-ce que ça se fait qu'ils ne sont pas effectivement indépendants? Je sonne très naïf, mais j'aimerais avoir
peut-être votre éclairage sur techniquement comment ça marche. J'imagine que le ministre ne téléphone pas au juge, mais qu'il y a des mécanismes plus subtils qui sont en jeu. Merci. Ouais. Merci pour la question parce que c'est une très très bonne question. Et je pense effectivement, je pense pas forcément qu'il y ait des instructions ou même un appel téléphonique ou des réunions entre le gouvernement et les juges. Pas du tout. Parce que vous voyez, même moi, je suis un fonctionnaire des Nations Unies, mais je suis indépendant. Je suis mandaté à protéger des individus où il y a des allégations de mauvais traitement, de torture. Mais même moi, j'ai refusé à entrer en matière parce que j'étais convaincu au début, voilà, c'est un violeur, un hacker et un traître. Et donc, j'ai mis ça de côté. Donc, les avocats devaient revenir avec des preuves. Et j'avais même encore un collègue des Nations Unies qui m'a dit, mais c'est vraiment un cas que tu devrais regarder. Donc, il me fallait un peu de pression pour regarder ça. Et moi, j'ai vraiment passé ma vie à enquêter des cas comme ça. Donc, je veux dire, le narratif contre Assange, les préjugés contre lui sont tellement forts et tellement dans notre inconscient. Parce que moi, j'étais pas du tout je pensais pas que je faisais quelque chose de faux ou quelque chose de pas correct. J'étais complètement convaincu que c'est lui qui est qui est justement le hacker violeur et traître et qu'il veut manipuler mon mandat. Mais c'était faux. Mais je savais même pas que j'avais tort. Et je pense là aussi que les juges, il y a un consensus dans la société presque, surtout dans les forces politiques de la société britannique, que Assange, c'est un danger à la sécurité nationale et que lui, personnellement, il est pas sympa, il est mauvais, même criminel, en tout cas, qu'il mérite pas d'être traité d'une autre façon. Donc, je pense qu'il y a ces préjugés qui sont là, inconsciemment presque, qui dominent ces magouilles donc entre les juges. Je suis convaincu que c'est le Chief Justice lui-même, qui craignait que s'il n'intervient pas, qu'il ne reprend pas, mais ça c'est une interprétation, c'est une spéculation, hein, mais je l'admets, mais je peux très bien imaginer que lui, il est convaincu qu'il faut extrader Assange et qu'il s'est mis en charge de la procédure pour assurer que ce precedent case, le précédent de Lori Love, soit pas appliqué à Assange. Je pense qu'il n'avait même pas besoin d'un appel du Premier ministre. Et je suis assez convaincu que le Premier ministre, il va jamais appeler un juge pour passer ce genre de message et exprimer ses attentes, parce que effectivement, ça sera trop clairement de la corruption. Je suis même convaincu que la plupart des autorités britanniques et américaines, ils sont convaincus de leur narratif, que c'est correct ce qu'ils font. Et c'est ça c'est encore pire, quoi. Parce que même si au moins ils savaient qu'ils ont tort, mais je pense qu'ils perçoivent même plus l'injustice de ce qu'ils font, parce qu'ils sont tellement habitués que c'est normal que, disons, aux États-Unis, une partie du Congrès, donc le Senate Committee, fasse une enquête sur la torture des CIA. Ils produisent un rapport de 7000 pages où il y a des individus qui sont identifiés qui ont commis de la torture, qui sont responsables. Puis après, on déclare que tout ça soit secret et qu'il n'y a personne qui est poursuivi. Mais c'est pas possible parce que la torture, c'est un crime de guerre grave. C'est une obligation absolue de faire des enquêtes et de poursuivre donc des violations et de les punir. Il n'y a pas de marge de manœuvre pour un gouvernement juridiquement. Mais c'est tellement normal aujourd'hui que les crimes de guerre se poursuivent pas, mais les gens qui publient des preuves pour des crimes de guerre, qui soient poursuivis et persécutés. Et ça, c'est le new normal. Et c'est ça ça m'angoisse, franchement. Parce que je pense que je ne veux pas laisser à nos enfants un monde où c'est devenu un crime de dire la vérité. Victor, pour une toute dernière prise de parole.
Oui, je crois que je voudrais m'adresser là, cette fois-ci au professeur. Il y a une idée qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps et il m'est impossible maintenant de l'enlever, c'est une comparaison du procès Assange avec celui de Nuremberg. C'était dans mon esprit que si on dit présente souvent le procès Assange comme un danger pour la presse, j'ai l'impression que ce danger-là n'est qu'un sous-élément d'un danger plus vaste. Ce qui se dessine dans le procès Assange, c'est une remise en cause, en fait, une remise en cause de ce qui me semble être les principes de Nuremberg, à savoir que le crime des crimes, c'était le crime d'agression, que suivre des ordres n'était pas une excuse. Et une chose que peu de gens savent, c'est qu'un éditeur, un journaliste nazi a été pendu et condamné à mort et exécuté pour sa propagande pro-guerre. Or, dans le cas Assange, qu'est-ce qu'on constate? Que les fauteurs de guerre d'agression sont les procureurs, que la lente mise à mort, maintenant, c'est un journaliste anti-guerre, et que tous ceux qui ont suivi les ordres reçoivent des médailles. J'ai l'impression de voir un petit peu, à son échelle, le procès de Nuremberg à l'envers, c'est-à-dire on est en train de clore une période, et c'est avec le procès Assange qu'on est en train de le clore si ce procès aboutit. Absolument, je suis d'accord. C'est l'antithèse de Nuremberg. C'est l'antithèse de Nuremberg. Parce que ça fait 10 ans qu'on attend que les meurtriers qui ont été de la vidéo Collateral Murder qui soient poursuivis, que les tortureurs, les violeurs en Irak soient poursuivis, que la guerre d'agression qu'il y ait la justice pour ce crime énorme qui a coûté, qui continue à déstabiliser toute la région du Moyen-Orient. C'est vraiment c'est épouvantable. Et puis on voit que seuls les gens qui ont produit des preuves pour ces crimes-là sont poursuivis et menacés des sanctions qui sont plus adaptées à des criminels de guerre. Si on parle de 170 ou 175 en France, 175 en prison pour Assange. Chelsea Manning, le procureur voulait 60 ans en prison. Et juste parce que il y avait un point où elle n'était pas jugée coupable, ils ont réduit ça à 35 ans, mais 35 ans quand même. Finalement, elle a servi, donc elle a fait 7 ans, mais elle était condamnée à 35 ans. 35 ans, à La Haye, on obtient 35 ans pour la participation au génocide. Le genre, même John Kiriakou, qui était un lanceur d'alerte CIA, donc le seul agent CIA qui était poursuivi en relation avec le programme de torture de la CIA, c'était John Kiriakou. Donc c'est le lanceur d'alerte qui a informé le public des crimes qui ont été commis. Mais c'est pas lui qui a torturé. Donc, mais lui, ils l'ont menacé avec 45 ans en prison. Et après, il a fait un deal. Il a tout simplement fait un deal avec les procureurs. Il a accepté la culpabilité pour certains crimes. Et après, il a fait 3 ans en prison. Mais quand même, s'il n'avait pas fait un deal, ça aurait été 45 ans. Donc, si la proportion est complètement grotesque. C'est des gens qui tous, on peut pas juste s'imaginer ce qui arriverait à Edward Snowden si jamais il serait arrêté il était arrêté par les Américains. Donc, ce qu'on voit tout simplement que ces gens-là, qui sont non violents, qui ont pas commis des crimes, ils sont menacés avec des sanctions qui sont normalement typiquement données à des criminels de guerre qui ont commis du génocide ou quelque chose comme ça. Donc, très, très grave, tandis que les autres reçoivent des prix de Nobel et des promotions. Hein. Donc, Obama, avec son prix de Nobel, il est idéalisé comme un des meilleurs présidents des États-Unis, tandis que c'était lui qui a refusé
la punition et la poursuite des tortureurs et des criminels de guerre de l'Irak, des responsables pour cette tragédie. Et puis justement, et Gina Haspel, donc qui avait commandé, qui était la commandante d'un black site en Thaïlande, qui avait détruit des preuves vidéo sur la torture. Après, elle est devenue la directrice du CIA. Donc, c'est effectivement l'antithèse de Nuremberg, je suis d'accord avec vous. Et on pourrait ajouter George W. Bush, qui aux États-Unis est largement réhabilité, y compris par les médias dits libéraux, où maintenant c'est un peintre, il est invité, il écrit des livres, tout ça. Enfin, une amnésie effrayante. Je pense qu'on peut remercier très chaleureusement Monsieur Melzer pour ce soir. Merci. Nous attendons la publication en français de votre livre, normalement l'année prochaine, je pense que ça sera le cas. Et puis peut-être à cette occasion, vous pourrez venir en France, faire une tournée médiatique, voir si ça intéresse quelques médias. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, il faut maintenir la pression. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Bonne soirée à tout le monde. N'oubliez pas de parler du film autour de vous. Il y a encore des collections, des débats. Et puis, il y a également le coffret avec le DVD et un livre. Il y a dans le coffret une transcription d'une interview de Nils Melzer conduite par Stéphanie Amorizzi. Voilà, pour approfondir le sujet en attendant de pouvoir lire son livre en français. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci.